Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Dialogue avec le gouvernement. Dialogue ce soir avec la ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Madame Adizatou Rosine Koulibaly. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. S'il y a un ministère qui se trouve aujourd'hui au cœur de tous les défis, c'est bien celui de l'économie. Défi de mobilisation des ressources, d'optimisation des dépenses, le tout dans un contexte de réforme, d'agitation sociale et de morosité des affaires. Et c'est de tout cela que nous allons parler au cours de ce numéro de dialogue avec le gouvernement que j'ai le plaisir de conduire avec mon confrère Karim Gadiaga du journal L'Économiste du Faso. Bonsoir Karim. Bonsoir Jean-Emmanuel. Bonsoir Madame la ministre. Et sans plus tarder, nous allons tout de suite ouvrir la première rubrique. Réformer pour plus d'efficacité, c'est seulement à ce prix que le Burkina peut espérer atteindre ses objectifs et bien sûr attirer des investisseurs. Le chantier est titanesque. Les enjeux dans ce reportage. L'économie constitue le poumon du développement et tout pays qui aspire au développement doit travailler à assurer un meilleur pilotage de son économie et de ses finances publiques. Au Burkina Faso, les efforts du gouvernement ont permis de maintenir le cap, tablant en 2016 sur un taux de croissance économique de 5,4% contre 4% en 2015, ce malgré le contexte économique et social difficile de ces dernières années. Une situation qui témoigne de la reprise progressive de la confiance du monde des affaires et des partenaires techniques et financiers après les dures épreuves traversées par le pays, notamment le coup d'État de septembre 2015, et les attaques terroristes de janvier 2016. Au cours de l'année 2016, notre pays s'est doté d'un nouveau référentiel de développement, le Plan national de développement économique et social PNDS, dont la mise en œuvre nécessite la mobilisation de plus de 15 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement s'attelle à la mise en œuvre d'un nombre important de réformes. Il s'agit entre autres de l'adoption de nouvelles mesures fiscales, notamment les taxes sur les propriétés bâties et non bâties, ainsi que l'instauration de la facture normalisée, le relèvement de la taxe de la bière, la retenue à la source sur les gains de paris et autres jeux de hasard, des réformes au niveau de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à travers la réduction du stock et du flux des chèques impayés, et celles au niveau de la Direction générale des douanes, concernant l'exploitation de la plateforme Sylvie, le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation. On note également les réformes sur la lutte contre la corruption, l'amélioration de la gouvernance économique, l'appurement de la dette intérieure et l'adoption de mesures portant sur la réduction du train de vie de l'État, ainsi que la nouvelle réglementation sur la commande publique et l'aménagement du territoire. L'objectif final étant d'arriver à la fois à assurer une mobilisation conséquente des ressources pour booster le développement et de promouvoir une gouvernance vertueuse dans la gestion des deniers publics. D'ici à 2020, les efforts seront consacrés d'une part à la réforme du système bancaire et financier pour mieux soutenir l'investissement de la croissance économique et d'autre part à la création d'institutions financières spécialisées pour la prise en charge des secteurs spécifiques comme l'agriculture et l'élevage, les PME et PMI ainsi que les collectivités locales. Voilà pour ce reportage qui campe le décor. Madame la ministre, pour commencer, dites-nous aujourd'hui comment se porte l'économie burkinabé. Bon, je voudrais d'abord, bien sûr, vous remercier pour l'occasion qui m'est offerte d'échanger sur l'économie du Burkina Faso et aussi saluer, bien sûr, les téléspectateurs. J'espère qu'à la fin de l'émission, on aura au moins donné un peu d'éclairage là où il y avait des zones d'ombre et j'imagine que d'autres occasions nous seront aussi données. Certainement. Maintenant, pour revenir à votre question, vous avez vous-même vu l'élément que vous nous avez présenté et on a montré que l'année 2014, les années 2014 et 2015 ont été des années difficiles pour le Burkina Faso, que ce soit sur le plan sécuritaire et que ce soit sur le front social
il y a un certain nombre de difficultés que le pays a traversées, difficultés qui ont amené justement le Burkina Faso à se retrouver à un niveau de croissance du produit intérieur brut de 4%. Vous m'avez dit qu'il faut parler français facile, c'est-à-dire la richesse du pays avait augmenté de 4% en moyenne d'une année sur l'autre. Mais en 2016, nonobstant tout ce que vous venez de montrer dans l'élément, le pays est revenu et a retrouvé son chemin normal de croissance puisque nous avons atteint un taux de croissance de 5,9% en 2016. Vous avez dit 5,4 dans l'élément, en réalité c'est 5,9 selon les dernières évaluations, donc proche de 6%. Et donc je crois qu'il faut se féliciter de ce que l'économie a fait preuve de résilience. Cela veut dire que quand bien même nous avons subi des chocs majeurs, nous avons pu rapidement nous remobiliser pour faire avancer le pays. Donc c'est ce que je pourrais dire pour commencer. Voilà, je pense que c'était juste la mise en bouche. La priorité dans cette émission, Madame la Ministre, est accordée aux propos et aux préoccupations récoltées sur le terrain. Et tout de suite, nous vous proposons de suivre cet élément. Nous n'avons pas de véhicule de service. Et voilà. Et pour intervenir, il faut vraiment compter sur la bonne volonté des agents qui sont souvent obligés de mener les services avec leurs moyens propres. Au niveau de Cotecna, il y a une certaine lenteur dans la délivrance des documents pour permettre aux opérateurs de pouvoir effectuer les opérations douanières. Une difficulté majeure, c'est la question du réseau. Vous savez que maintenant, tous nos métiers sont automatisés, notamment en ce qui concerne les opérations d'encaissement de paiement. On utilise des logiciels. Et pour le logiciel, nous sommes en réseau. Nous sommes en réseau. Et donc, à ce niveau, on a des sérieux problèmes parce que très souvent, le débit est faible ou carrément même il y a du tout de connexion. Donc, ça fait que souvent, cela, en tout cas, entraîne des désagréments. Dans le temps, qu'est-ce qui se passait lorsqu'on rencontrait les contrebandiers? Lorsqu'on faisait un tir de sommation, les gens y jetaient les vélos, les charges, et ils se cherchaient. Mais aujourd'hui, ils répondent à la sommation. Dans le domaine de l'importation, souvent on a des conteneurs qui restent plus d'un mois, 2 mois, voilà, à attendre l'inspection Cotecna. Quand le redressement ou le contrôle se fait sur le compte bancaire, je suis désolé, c'est pas là il faut commencer. Tu te débrouilles sous un hangar de 6 tôles et on vient t'imposer une taxe de 24 000 francs. L'année dernière, nous nous sommes battus contre cela. Cette année encore, nous allons nous y opposer et nous resterons fermes. Nous, on exhorte le service Cotecna à essayer d'accélérer. On sait que ce n'est pas facile à leur niveau, parce que s'il faut faire toutes les opérations qui se passent à Ouagadougou avant de s'occuper de ceux de Bobo, on sait que c'est vraiment large pour eux. Avec les nouvelles mesures de la douane, les Sylvie et le Quatrac, c'est très bien. Ils sont là pour nous gérer, améliorer le travail. Concernant les camions qui chargent à partir de Lomé ou bien à partir de Ghana, arriver à la frontière, grâce avec les Quatrac, ils vont les suivre jusqu'à la sortie du vers Kankiari, qu'on peut les suivre aussi à la rentrée de Ouagadougou. Voilà. Karim Wadiaga. Voilà, Madame la Ministre, ça a été dit, il y a eu beaucoup de réformes pour permettre à l'économie de redémarrer, mais en même temps, si on fait des réformes, il faut également mettre le personnel dans des conditions pour arriver en tout cas à optimiser, à atteindre les objectifs qui sont fixés. Notamment au niveau du personnel, il faut véritablement donner les moyens pour que le travail puisse être fait, mais également sur le terrain, il faut mettre les opérateurs économiques dans des conditions. Est-ce que vous ne pensez pas que ces aspects-là sont délaissés aujourd'hui par rapport, en tout cas, à l'action gouvernementale? Je voudrais que d'abord, avant de porter un jugement sur une situation ou un fait, il faut connaître la situation de départ. Le gouvernement qui est en place est là depuis janvier 2016. Et donc, nous avons hérité d'un passif très lourd, à tous les niveaux. Lorsqu'on nous interpelle sur les questions de dette, sur les questions de reste à recouvrer, de chèques impayés, ce n'est pas quelque chose que nous avons créé, donc c'est un héritage. Par rapport aux conditions de travail du personnel, moi-même j'ai réalisé des visites de terrain. Même à Sinkansé, je suis partie. Je suis allée à la frontière vers le Niger. J'ai vu dans quelles conditions le personnel du ministère se trouve, en région, puisque ici aussi je suis allée au niveau des services centraux. Ce qui se passe au niveau du Minefid, ce sont les mêmes difficultés que vous allez rencontrer dans d'autres services.
Cela veut dire quoi? Que notre administration est vraiment dépouillée. Nous sommes arrivés à un niveau où on a besoin de moyens importants pour investir et remettre l'administration à flot. Ça, c'est une question importante. Et Madame la ministre, ici, par exemple, il y a une question qui a été évoquée concernant, par exemple, la connexion Internet. Aujourd'hui, quand on sait qu'avec toutes les plateformes qui sont mises en place, tous les traitements de dossiers se font maintenant à partir donc, du net, est-ce que ça, ce n'est pas vraiment une priorité? Parce que c'est peut-être la condition pour que vous puissiez atteindre, en tout cas, les objectifs du recouvrement. Bon, bien sûr, vous prêchez à un converti. Vous prêchez à une convertie. Parce que la question de connexion, nous nous sommes rendus compte que d'ailleurs sur le plan mondial, nous, le Burkina Faso, on se retrouve au bas de l'échelle. Et c'est pour cela qu'au dernier Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le projet de mise en place de la bande passante, là, pour accroître la bande passante, le backbone, la fibre optique. Voilà. Le gouvernement a opté pour cela. Parce que lorsque vous n'avez pas une infrastructure solide, quels que soient les investissements que vous faites, vous n'allez pas tirer le meilleur avantage de cela. Et donc c'est pour cela que nous allons mettre effectivement la fibre optique. Mais en attendant, qu'est-ce que nous avons fait? Au niveau des ministères, bon, nous essayons de nous abonner au Wi-Fi. Certains utilisent des clés. Un peu partout, c'est ce qui se fait. Donc c'est ce que nous utilisons comme mesure palliative en attendant. J'ai même rencontré le président de la CENI pour vous dire, le président qui était sorti. Je lui ai dit, les VSAT, est-ce que nous pouvons les utiliser au moins pour les régions? On m'a dit non, la capacité n'est pas adaptée aux besoins actuels. Je suis une personne qui suis convaincue que, puisque nous, pour pouvoir recouvrer le mieux possible, pour lutter contre la fraude, il faut dématérialiser. Il faut donc qu'il n'y ait pas de mouvement de cash, etc. Il faudrait que les gens aient une plateforme sur laquelle travailler. Mais malheureusement, c'est la situation qui est là et nous sommes en train d'y travailler. Donc je suis totalement sensible. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec ce problème-là, on ne puisse pas atteindre les objectifs? Non, mais puisque nous allons régler la situation, ce n'est pas du jour au lendemain. Vous savez, la connexion Internet, ce n'est pas de la tomate. Et vous allez au marché du village ou du quartier, vous achetez. C'est un investissement lourd. Et c'est effectivement cet investissement qu'on est en train de faire. Et mieux, nous travaillons aussi avec les opérateurs de téléphonie mobile pour essayer de voir comment nous allons mutualiser ce que nous avons comme capacité afin de répondre aux besoins de la population en général et bien sûr de l'administration fiscale en particulier. Alors il y a une question quand même qui est revenue à plusieurs reprises, notamment la question de la lenteur. Et il y a un doigt accusateur qui est pointé notamment sur Cotecna. Est-ce que vous êtes au courant de ce problème-là avec Cotecna pour le dédouanement des marchandises? Oui, pour Cotecna, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Et j'ai essayé effectivement de faire le point parce que c'est un contrat important que nous suivons. Et c'est aussi grâce à, j'allais dire, ce double contrôle, le suivi satellitaire, effectivement, tous les éléments d'évaluation des marchandises qu'ils font, tous ces éléments nous permettent effectivement d'avoir la valeur en douane et de nous assurer que le juste dédouanement est fait. Nous sommes au courant, effectivement, nous avons interrogé même Cotecna, mais ce qui ressort certaines fois, c'est quoi? Je ne leur donne pas raison, mais ce qui ressort certaines fois, c'est que les commerçants n'ont pas tous les éléments de dossier. Lorsque vos dossiers ne sont pas complets, naturellement, vous allez devoir repartir, revenir, et tout cela prend du temps. Sinon, normalement, ce qui était prévu, et aussi, je crois que ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'actuellement, le poste juxtaposé et l'interconnexion avec les autres pays ne fonctionne pas très bien. Si l'interconnexion fonctionnait très bien, les mêmes informations qui quittent le port de départ ou le pays de départ, nous avons ces informations à notre niveau, de sorte qu'il y a une fluidité au niveau de la circulation en frontière, ce qui n'est pas le cas. Et nous sommes en train d'évoluer, et je suis heureuse d'ailleurs de vous dire ici que l'UEMOA est en train d'investir à ce niveau, que nous avons la JICA qui nous accompagne aussi, les Japonais. Et donc, en tout cas, dans les semaines à venir, nous allons voir en tout cas des progrès par rapport à cette question de dédouanement. Alors, il y a également ce commerçant qui est prêt à repartir au combat parce qu'il dit que voilà, il est taxé à hauteur de 24 000, je crois, ou bien, voilà, par an, et il estime que c'est trop. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être... en tout cas, un excès au niveau de la taxation de ces commerçants, de ces petits commerçants, disons. Oui, voilà. Justement, la question des impôts, c'est comme la question un peu de l'assurance. Lorsque vous avez un sinistre chez vous et que vous voulez être dédommagé, vous voyez votre assureur, vous essayez de gonfler le plus possible pour récupérer. Par contre, c'est le contraire au niveau du fisc. Chacun se dit pauvre,
au niveau du fisc. En principe, c'est quand même une évaluation contradictoire. Ceux du fisc disent, selon les éléments que nous avons, voilà ce que vous devriez payer au niveau du fisc comme impôt, etc., etc. Mais si vous n'êtes pas convaincu que c'est cela, apportez-leur la contradiction, parce que certaines fois, effectivement, on discute et puis on amène les gens après à payer le juste impôt. Mais tout le monde court en fait devant l'agent du fisc. Je crois qu'en fait, c'est ça la situation. À chaque rencontre gouvernement, secteur privé, les opérateurs économiques demandent par exemple qu'il y ait les états généraux de la fiscalité. Est-ce que ce ne serait pas la solution pour véritablement mettre les choses au point à ce niveau? Non, il y a d'ailleurs un travail qui est en train de se faire. Et nous sommes en train de travailler avec le conseiller à la présidence qui s'occupe des questions du secteur privé, de la fiscalité, etc. Nous sommes en train de travailler un atelier qui va se tenir bientôt pour arriver à avoir une bonne compréhension de la chose, parce que nous, notre objectif ici, ce n'est pas d'étouffer les entreprises. Bien au contraire, nous voulons que les entreprises se portent bien, que les affaires marchent bien et que l'État aussi ait sa part. Donc c'est un souci que nous avons en permanence et nous dialoguons avec le secteur privé. J'ai tenu des réunions avec eux, j'ai cherché à comprendre leurs préoccupations et j'ai demandé à mes collaborateurs d'être à l'écoute et d'essayer d'être en fait des partenaires pour répondre aux besoins de leurs clients. Je considère que ce sont des clients à nous et nous devons en tout cas leur rendre des services de qualité. Alors Madame la Ministre, on va progresser avec une question qui a été recueillie sur le terrain. Madame la Ministre, quelles sont les mesures que vous préconisez pour nous aider afin que nous sortons de cette crise de connexion? Voilà, je crois que la question, elle revient. On l'avait déjà évoqué, mais c'est la preuve que c'est une grosse préoccupation pour tout le monde. Tout à fait. Je crois que ça, c'est une préoccupation qui est partagée et nous y travaillons. Ce que je vous dis, la preuve, c'est effectivement la décision que le Conseil des ministres a eu à prendre pour pouvoir avancer au niveau du backbone, de la fibre optique. Les chiffres indiquent que pour tout le Burkina Faso, on a une capacité de 18 gigabits. Alors qu'un pays comme le Ghana a 2500 gigabits seulement pour l'administration. Pas plus tard que ce soir, on en parlait avec le Premier ministre et ma collègue de l'économie numérique. Donc nous sommes conscients de la situation et c'est pour cela d'ailleurs lorsque vous voyez le plan national de développement économique et social, de façon claire, nous avons dit que les technologies de l'information et de la communication sont des secteurs qui peuvent effectivement permettre d'avancer rapidement et de booster la croissance. Et dans le monde entier, les pays qui ont investi à ce niveau-là ont eu un retour rapide sur investissement. Donc, nous sommes sur la voie, hein. Mais vous ne voulez pas quand même qu'en 1 an et demi, on fasse ce que depuis combien d'années on n'a pas pu faire. Donc, je crois qu'il faut nous laisser aussi avancer. La volonté est là. On donne, le cap est là, on est en train de travailler là-dessus. Bon, donc, je crois qu'on ne va pas attendre trop longtemps, puisque bientôt le contrat va démarrer pour en tout cas la bande passante. Alors tout de suite, Madame la Ministre, si vous le permettez, une autre question recueillie sur le terrain. Si l'interconnexion est faite, et nous sommes près de 174 sociétés de transit en frontière, et derrière ces sociétés, c'est des agents, des gens qui sont mariés, qui ont des enfants. À supposer qu'on doit mettre brusquement fin à leur travail. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent devenir? Madame la Ministre, si j'ai bien compris, c'est cette question d'interconnexion et de dématérialisation, alors que quand on prend tout le circuit, depuis Bitou jusqu'à Saint-Quincy par exemple, il y a beaucoup, en tout cas d'intermédiaires qui sont là et qui en vivent. Alors ils s'inquiètent du sort de... Est-ce que ça, c'est un volet qui est pris en compte? Bon, on ne peut pas faire aussi d'omelette sans casser des œufs. Je suis vraiment très sensible au message que vient de passer le déclarant en douane. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un pays doit avancer. Un pays doit avancer, nous n'allons pas refuser le progrès. Je crois qu'il faut réfléchir à une reconversion de ceux-là qui occupaient un certain nombre de métiers, en fait, qui exerçaient des métiers au niveau de la procédure, des dédouanements, etc., dans le circuit. Mais ceci étant, je crois que l'interconnexion est très importante et nous ne pouvons pas rester en recul de ce que les autres pays font pour pouvoir avancer. Je crois que, parce que lorsque nous avons des données, imaginez un peu, lorsque vous êtes obligé de refaire la même procédure 2-3 fois. Imaginez-vous quelqu'un qui est au Mali. La procédure va se faire au Togo. Le Burkina va faire la sienne. Au niveau du Mali, avant d'arriver, vont le faire. Regardez un peu
on perd en efficacité. Alors qu'à la fin de la journée, si on arrive à faire l'interconnexion, donc la procédure sera très fluide et les commerçants vont gagner en temps et l'activité économique va aussi avancer plus rapidement. Je crois qu'il faut analyser cela ainsi, plutôt que de voir seulement le verre à moitié vide. Madame la ministre, on ne va pas s'attarder trop sur cette question, on va progresser avec d'autres préoccupations. Le phénomène des chèques impayés est désormais maîtrisé. Je ne dirais pas résolu parce qu'il y a un passif à apurer. C'est la résultante, je dirais, quelque peu de la mauvaise foi de certains contribuables, du manque de civisme de certains contribuables qui payaient leurs taxes, impôts et autres droits par des chèques. Que quand nous allons les présenter au niveau de la Chambre de compensation de la Banque centrale, ces chèques se révèlent sans provision. Par an, l'État dépense à peu près 5 milliards pour les locations. Et la politique actuellement, la vision que nous avons, c'est de pouvoir réduire cette enveloppe-là. Ce que nous regrettons actuellement, c'est qu'il n'y a véritablement pas de mesures fortes prises pour réduire le prix des denrées. Et il faudrait que le gouvernement travaille sur ce point pour ne pas encore faire souffrir davantage le peuple burkinabé. On exécute les marchés publics, mais les règlements ne se font pas à temps. Notamment si l'État manque dans son paiement à la date convenue, et nous avons pris un prêt à la banque pour préfinancer et rembourser à la date qui est dans le marché. Si cette date, l'État ne paye pas, la banque prend chez nous. Je pense qu'aujourd'hui au Burkina Faso, on a assez de ressources naturelles comme l'or, comme certains d'autres métaux précieux, où sur la base de codes miniers dits attractifs, on dilapide nos sous. L'or n'a pas besoin d'appeler quelqu'un. Quand il y a l'or quelque part, tout le monde vient. On n'a pas besoin d'attraction pour ça. Le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de fraudeurs au Burkina Faso qui ne sont pas sanctionnés. Et ceux qui peuvent être sanctionnés, le politique fait des ingérences pour qu'il n'y ait pas de sanctions. Il ne faut pas que la lutte contre la fraude incombe aux seuls professionnels de la lutte contre la fraude. Ce que je veux dire simplement, c'est que la lutte contre la fraude, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà, beaucoup de préoccupations soulevées. Je pense qu'on peut déjà s'attarder sur la question des chèques impayés. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement, Madame la Ministre, sur cette question? Bon, le directeur général du Trésor l'a bien expliqué, c'est un passif. Nous avons hérité effectivement d'un passif, je l'avais dit tantôt. Et au 31 décembre 2015, c'était environ 37 milliards. 37 milliards à fin décembre 2015. Ce que nous avons fait, c'est de récupérer au moins 1 milliard pendant l'année. À fin décembre 2016, nous avions récupéré 1 milliard de tout ce stock-là. Deuxième élément, nous avons mis en place des comptes au niveau de 13 banques de la place pour permettre effectivement que tous les paiements se fassent au niveau des banques. Et cela a permis de réduire cela de façon significative. Parce que par le passé, on avait observé qu'on avait, les montants, c'était à peu près 1 milliard par mois de chèques impayés. Le risque qui était là. Et nous avons vraiment réduit ça de façon drastique. On n'atteint même pas les 100 millions maintenant. Donc je veux dire que nous avons pris un certain nombre de mesures. Pour ce qui concerne Ouaga et Bobo, c'est cerné. Pour les autres régions, il faudrait que nous puissions travailler aussi avec les banques pour éviter effectivement qu'il y ait une accumulation de chèques impayés. Mais la stratégie... Ces chèques-là sont émis par des structures et des gens qui sont connus, n'est-ce pas? Oui, mais certaines fois, les gens même sont, comme on dit, sont portés disparus, comme on dit. On n'arrive pas certaines fois, parce que ce sont des personnes qui sont capables de changer d'identité. Et donc, nous sommes en train de travailler avec des tierces personnes, des avocats, etc., pour voir comment d'autres personnes peuvent recouvrer ce chèque-là à lieu et place de l'État. Sous la transition, il y avait eu par exemple ces rapports-là qui avaient permis de déceler un certain nombre de personnes qui étaient concernées par ces chèques-là. La population estime que le gouvernement n'est pas suffisamment ferme sur la question. On ne tente pas de poursuivre avec beaucoup de fermeté ceux-là qui sont concernés. Mais quand vous allez chercher, vous allez vous rendre compte que certaines entreprises ont fermé, qu'elles ont déclaré faillite. Donc, ce n'est pas une chose aussi facile. Imaginez-vous qu'avec toutes les difficultés que nous avons ici, que moi je m'asseye, savoir que je peux aller prendre 36 milliards ou 37 milliards quelque part et ne pas le faire. Je crois quand même que c'est important. Donc, nous sommes en train vraiment d'y travailler. Pour nous, nous travaillons sur deux fronts. Comment récupérer les 37 milliards, en fait le résiduel, ce qui reste des 37 milliards, mais comment limiter pour que nous ne tombions pas encore
dans une autre situation de cumul de chèques impayés. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est ce que mon confrère disait, c'est ça qui nourrit peut-être le sentiment un peu d'inaction ou de laxisme concernant toutes ces personnes qui tentent un peu de contourner les règles. Parce que, bon, 37 milliards, si au moins il y avait quand même peut-être, en tout cas, des grands émetteurs qui avaient été mis sur le banc, bon, ça aurait peut-être servi de leçon aux autres, Madame la ministre. Oui, bon, je crois qu'il faut voir aussi les efforts qui sont faits. Je vous ai montré les résultats. Je vous ai dit ce qu'on est en train de faire. Qu'on a récupéré 1 milliard, c'est peu, mais ce n'est pas rien. Que surtout, nous avons mis des mesures en place pour que cela ne se répète pas. Si par le passé, ces mesures-là avaient été mises en place, on n'en serait pas à cette situation-là. Donc, je crois qu'il faut voir les efforts qui se font et régulièrement interroger nous. Nous allons vous dire comment effectivement nous avançons. Parce que bon, maintenant, il faut que nous communiquions un peu plus parce que vous n'étiez pas au courant de tout ce que nous avons fait pour vraiment limiter les dégâts, si je peux le dire ainsi. Mais les actions sont prises et ce n'est pas seulement au niveau de ces chèques impayés. Vous allez parler aussi d'autres éléments au niveau des impôts aussi, les restes à recouvrer aussi, ceux qui doivent aux impôts et qui n'ont pas payé, etc. Donc, il y a toute une masse d'argent qui circule dans la nature. Et ça a été créé, on ne sait pour quelle raison, parce que malheureusement, les administrations fiscales ne travaillaient pas bien. Donc nous sommes obligés de mettre actuellement le fondement. Lorsque vous n'avez pas une base pour quelque chose, on ne voit pas le résultat. Mais lorsque les bases seront mises en place, en ce moment, nous allons commencer tous à observer effectivement qu'il y a des retombées. Et cette question aussi des locations, des bâtiments. Des locations de bâtiments. C'est une question qui coûte véritablement de l'argent à l'État. Quelle est véritablement votre politique à ce niveau-là pour réduire en tout cas ce problème de location-là et puis ensuite faire en sorte que les gens n'aillent pas faire des locations tout simplement parce qu'ils ont envie quelque part de profiter de la situation. Et vous avez totalement raison. Quand je suis arrivée, j'ai fait le point segment par segment. Tenant compte de la mission assignée au Minefid, j'ai fait l'état des lieux. Quelle est la situation de départ? Et on s'est donné des objectifs. Actuellement, mes équipes sont en train de travailler pour que ce pays ait une politique immobilière. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de politique immobilière et cette politique sera assortie d'un plan d'action. D'ici le mois d'août ou septembre, ça sera prêt. Ils sont avancés, ils sont en train d'y travailler. Et cela va nous amener à quoi? À décider de plans que nous allons mettre en place pour acquérir des bâtiments pour les services. Les 5 milliards par an, nous considérons que si nous travaillons même avec des privés, ils peuvent bâtir des buildings, en fait des bureaux, des immeubles, voilà, merci, pour les ministères. Mais nous, on paiera alors les 5 milliards de loyers. Chaque année, on est tranquille. Mais en 2-3 ans, ils vont nous développer cela et puis bon, on passe à... Mais cela n'avait pas été conçu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des actions qui ont été menées, mais des actions sans vision, des actions à tâtons. Et c'est pour cela que nous avons essayé de travailler pour voir au niveau de chaque pan ce que nous allons faire pour améliorer la situation. Quand on parle de réformes, les réformes, ce n'est pas du jour au lendemain quelque chose qui se fait. C'est quelque chose qu'il faut penser, c'est essayer de voir parmi les options possibles, quelle est la meilleure. Et lorsqu'on prend la décision, on avance. Donc, on est en train d'élaborer une politique immobilière pour le Burkina Faso. Madame la ministre, je sais que mon